Un camion d'une valeur de 250 000 €, immobilisé depuis 4 longs mois. 5 mécaniciens spécialisés, la fine fleur de la profession, avaient jeté l'éponge. Le propriétaire, un millionnaire pour qui l'échec n'était pas une option, et l'homme qui allait tout résoudre. Un sans-abri que personne ne daignait regarder. Cette histoire vous prouvera que la compétence n'a pas de domicile fixe. La place du village provençal vibrait sous le soleil de plomb de ce mardi de mars. Les platanes centenaires offraient une ombre tachetée sur les pavés usés où les touristes et les locaux se mêlaient dans un balai incessant. Stéphane Dubois avançait avec une lenteur calculée sur le trottoir, traînant une vieille couverture élimée et un sac en plastique contenant ses uniques possessions. Ses pas, lourds de fatigue, se perdaient dans le brouhaha de la foule pressée. Il était invisible, un fantôme urbain de plus, une silhouette que les gens s'efforçaient d'ignorer, dont ils évitaient de croiser le regard vide. Mais Stéphane avait une routine immuable. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, il passait devant le garage Leclerc Premium, un complexe ultramoderne de verre fumé et de carrelage immaculé, qui ressemblait davantage à une concession de luxe qu'à un simple atelier de réparation. Et chaque jour, depuis exactement 4 mois, il voyait le même camion Mercedes-Benz Actros, majestueux et inerte, parqué dans la zone de service. Le véhicule était une véritable forteresse sur roues. Une cabine d'un rouge métallique étincelant, une calandre chromée qui brillait de 1000 feux, des pneus si hauts qu'ils arrivaient à sa poitrine. Un colosse de métal, un monstre de technologie qui valait plus que la plupart des maisons du village, mais qui gisait là, inutile, telle une sculpture moderne et coûteuse. Stéphane observait à travers le grand portail en fer forgé. Des mécaniciens, vêtus de combinaisons impeccables, se relayaient autour du moteur béant. Des ordinateurs de diagnostic dernier cri étaient branchés, des pièces neuves étaient déballées et installées, des discussions techniques animées éclataient, mais le résultat demeurait obstinément le même. Le camion refusait de démarrer. Il connaissait ce modèle, il le connaissait intimement. Au cours des derniers mois, Stéphane avait vu au moins 5 techniciens différents s'acharner sur ce camion. Il avait vu le désespoir s'installer progressivement sur leur visage. Il avait vu des pièces valant une fortune être remplacées sans le moindre effet. Et surtout, il avait vu la fureur du propriétaire, Nicolas Leclerc, monter crescendo semaine après semaine. Nicolas Leclerc était une présence qu'on ne pouvait ignorer. Grand, les cheveux poivre et sel coupés au millimètre, des costumes taillés sur mesure et une aura qui commandait l'attention. Il faisait irruption dans le garage au moins 3 fois par semaine, et ses visites étaient toujours ponctuées de cris. Stéphane avait été le témoin silencieux de plusieurs de ces scènes. Incompétent. J'ai fait venir des spécialistes de Paris, de Lyon, de Marseille. Personne ne trouve la solution. Hurlait Nicolas en direction de son chef d'atelier. Ce camion coûte 250 000 € et il est à l'arrêt depuis des mois. Des mois. Avez-vous la moindre idée du préjudice que cela représente pour mon entreprise? Les employés baissaient la tête, personne n'osant affronter le typhon. Nicolas Leclerc n'était pas seulement le propriétaire de ce garage de luxe. Il était le PDG de Leclerc Transport, l'une des plus grandes entreprises de logistique de la région. Sa flotte comptait plus de 200 camions, mais cet Actros était son joyau, sa fierté. Importé directement d'Allemagne, équipé des technologies les plus pointues, doté d'un moteur Euro 6 de dernière génération. Et il était complètement mort. Stéphane voyait toute l'ironie de la situation. Un empire du transport paralysé par un unique véhicule. Une technologie de pointe vaincue par un problème que personne ne parvenait à identifier. L'orgueil blessé d'un homme habitué à tout résoudre par l'argent. Ce mardi-là, Stéphane s'arrêta devant le portail, comme à son habitude, mais quelque chose était différent. 3 mécaniciens se tenaient près du camion, leur visage marqué par la défaite. L'un d'eux refermait le capot du moteur avec un geste d'abandon définitif. Un autre débranchait le scanner électronique en secouant la tête négativement. Le troisième allumait simplement une cigarette, le regard perdu dans le vide. Stéphane observa attentivement leurs mouvements, les outils qu'ils avaient utilisés, les pièces étalées sur une bâche à côté du véhicule. Il savait déjà où ils avaient cherché le problème, et il savait qu'ils avaient cherché au mauvais endroit. Son regard d'expert balaya le camion de la cabine au châssis, scrutant la suspension, les essieux, le réservoir de carburant. Puis, ses yeux se fixèrent sur un détail minuscule, presque invisible, près du châssis. Un détail qu'un mécanicien pressé ou trop dépendant de ses appareils électroniques ignorerait. Un détail que les équipements sophistiqués ne pouvaient pas détecter. Il savait.
Il savait quel était le problème. Après 4 mois d'observation minutieuse, après avoir assisté à toutes les tentatives infructueuses, après avoir analysé en silence chaque étape du mauvais diagnostic, Stéphane en avait la certitude absolue. À cet instant précis, Nicolas Leclerc sortit de son bureau administratif vitré. Il était accompagné de Thierry, le gérant, un homme petit et nerveux qui tenait un presse-papier. L'expression de l'homme d'affaires était celle d'une fureur contenue, une bombe à retardement sur le point d'exploser. Nicolas s'arrêta devant les 3 mécaniciens. Alors ? Des nouvelles, où vais-je encore entendre la même rengaine ? Le mécanicien le plus âgé, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux blancs nommé Philippe Mercier, s'essuya les mains sur un chiffon. Monsieur Leclerc, nous avons vérifié tout le système électrique, une fois de plus. Nous avons changé les modules d'injection, testé le système de démarrage, révisé le calculateur centralé. Nicolas le coupa, l'impatience suintant de chaque pore de sa peau. Point et vous n'avez rien trouvé. Le camion ne répond tout simplement pas. Nicolas ferma les yeux, inspirant profondément pour maîtriser sa colère. Vous êtes des professionnels certifiés par Mercedes. Vous avez des équipements qui valent 15 000 €, un accès au support technique en Allemagne, et vous osez me dire que vous ne savez pas ce qu'a ce camion ? Personne ne répondit. 4 mois. La voix de Nicolas monta d'une octave. 4 mois de perte sèche. Cet Actro devrait être sur les routes, à générer des revenus, à rembourser son propre investissement. Au lieu de ça, il est là, à prendre la poussière, à devenir la risée de la profession. C'est à ce moment que Stéphane sentit quelque chose s'agiter en lui, un mélange d'indignation professionnelle et d'une lueur d'opportunité. Il avait passé des mois dans l'ombre, invisible, à observer, à analyser. Il détenait la réponse que ces hommes chèrement payés et diplômés n'avaient pas. Mais il n'était qu'un sans-abri, un moins que rien, un homme sans adresse, sans papier à jour, sans la moindre crédibilité. Pourtant, une force inconnue le poussa en avant. Stéphane se dirigea vers l'entrée du garage. Le gardien de sécurité, un homme massif aux bras croisés nommé Pierre, se posta immédiatement devant lui. « Circulez, l'ami. Ce n'est pas un endroit pour vous. »« Il faut que je parle au patron, » dit Stéphane, sa voix rauque par manque d'usage. Pierre laissa échapper un petit rire méprisant. « Le patron ? Vous voulez parler à monsieur Leclerc ?» Il toisa Stéphane de la tête aux pieds, la couverture sale, la barbe hirsute, les vêtements en lambeaux. « Vous plaisantez, j'espère ? Je sais comment réparer son camion. » Le rire de Pierre redoubla d'intensité. « Bien sûr que vous savez. Allez, oust, le vieux. Fichez le camp avant que j'appelle les gendarmes. » Mais la voix de Stéphane, bien que basse, avait été portée par la brise légère. Nicolas Leclerc tourna la tête en direction de l'entrée. Son regard croisa la silhouette sale et dépenaillée du sans-abri. Pendant une fraction de seconde, une expression de dégoût pur traversa son visage. Puis, la curiosité, suivie d'un amusement cruel. Il s'avança vers le portail. « Vous avez dit quoi ?» Stéphane soutint le regard du millionnaire. « J'ai dit que je sais comment réparer votre camion. » Le silence qui s'ensuivit fut rompu par l'éclat de rire sonore de Nicolas. Un rire fort, moqueur, qui fit se tourner tous les employés vers la scène. « Vous » dit Nicolas en désignant Stéphane du doigt. « Vous savez réparer mon Actro ?» « Oui. » Nicolas fit quelques pas de plus, s'arrêtant juste de l'autre côté du portail. « Laissez-moi bien comprendre. J'ai fait venir 5 experts certifiés. J'ai dépensé une fortune en diagnostic. J'ai consulté des ingénieurs en Allemagne. Et vous, un clochard qui vit dans la rue, vous me dites que vous savez ? C'est exact. » Le rire de Nicolas résonna de nouveau. Les mécaniciens souriaient, gênés. Le gérant baissa les yeux, mal à l'aise. « C'est formidable. » Nicolas frappa 2 fois dans ses mains, sarcastique. « Le mendiant va nous donner une leçon. Il va nous montrer comment fonctionne un moteur Euro 6 de dernière génération. » Stéphane ne sia pas. « Je peux essayer, ou pas ?» Nicolas Leclerc avait bâti son empire de ses propres mains. Du moins, c'est ce qu'il répétait à chaque interview, à chaque conférence de motivation, à chaque dîner d'affaires. Fils d'un petit commerçant, il avait commencé avec un vieux camion Scania d'occasion en 1998. Aujourd'hui,
À 52 ans, il était à la tête d'une flotte de 200 véhicules et réalisait un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros par an. Mais Nicolas n'avait pas seulement bâti une entreprise, il avait construit une réputation, celle d'un homme qui n'acceptait pas les excuses, qui ne tolérait pas la faiblesse, qui résolvait tout avec de la détermination et de l'argent. Pour lui, le monde se divisait en deux catégories, les forts et les faibles. Et il appartenait, de toute évidence, à la première. Le garage Leclerc Premium était le reflet de cette philosophie. Ce n'était pas un simple atelier mécanique, c'était un showroom d'efficacité, sol en résine polie, murs de verre, équipement importé, certification internationale encadrée dans la réception. Même l'uniforme des mécaniciens avait été conçu par une agence de branding. Nicolas exigeait que tout soit parfait, impeccable, supérieur. Sauf ce maudit camion. Le Mercedes-Benz Actros avait été son grand pari. Importé directement d'Allemagne, personnalisé, équipé d'un système de suivi par satellite, d'un programme d'économie de carburant, d'une cabine avec climatisation numérique. Un investissement de 250 000 € qui devait être le joyau de sa flotte. Il aurait dû. Mais le camion était arrivé en France et, après seulement 3 semaines de service, il s'était simplement éteint. Sans avertissement, sans raison apparente, sans aucune logique. Il s'était arrêté au milieu d'une livraison et n'avait plus jamais redémarré. C'était il y a 4 mois. Depuis, Nicolas était devenu obsessionnel. Il avait fait venir le directeur technique de Mercedes France. Il avait payé une consultation en visioconférence avec un ingénieur allemand. Il avait changé des pièces qui coûtaient plus cher qu'une voiture citadine. Rien n'avait fonctionné. Et chaque jour qui passait, ce camion immobilisé devenait un symbole de son échec, une tache sur la réputation de Nicolas Leclerc, l'homme qui résolvait tout. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui l'irritait, c'était ce que cela représentait. Nicolas ne supportait pas d'être vaincu. Par rien, par personne, et certainement pas par un assemblage de métal et d'électronique. Maintenant, ce mardi, face à ce sans-abri malodorant, Nicolas ressentait plus que de l'irritation. Il se sentait personnellement offensé. Comment cet homme sale, édenté, puant l'urine et l'abandon, osait-il prétendre pouvoir résoudre ce que des experts n'avaient pas réussi? C'était une insulte. Vous savez quoi? Nicolas croisa les bras, un sourire cruel aux lèvres. Je vais vous laisser essayer. Thierry, le gérant à ses côtés, écarquilla les yeux. Monsieur Leclerc, vous n'êtes pas sérieux. Nicolas leva la main pour le faire taire. Je suis très sérieux. Pierre, ouvrez le portail. Laissez entrer le monsieur. Stéphane restait de l'autre côté, immobile, attendant. Le gardien regarda Nicolas, confus. Monsieur? Vous êtes sourd? Ouvrez ce portail. Avec hésitation, Pierre déverrouilla le portail électronique. La grille glissa lentement. Stéphane entra. Ses pas lents résonnèrent sur le sol poli du garage. Il semblait totalement déplacé, une tache de saleté au milieu de cette perfection aseptisée. Les mécaniciens s'écartèrent instinctivement, comme si la pauvreté était contagieuse. Certains se couvrirent discrètement le nez. Nicolas tourna autour de Stéphane, théâtral, s'assurant que tous ses employés prêtaient attention. Messieurs, attention. Lança-t-il à la cantonade, la voix chargée de sarcasme. Aujourd'hui est un jour historique. Nous allons assister à une masterclass donnée par le professeur. Comment vous appelez-vous, déjà? Stéphane. Professeur Stéphane. Nicolas ouvrit grand les bras. L'homme qui va nous enseigner ce que 5 experts certifiés n'ont pas réussi à découvrir. Des rires discrets circulèrent parmi les employés. Personne n'osait rire franchement. Nicolas était connu pour son tempérament imprévisible. Mais le mépris était palpable dans leur regard. Stéphane ne réagit pas, se contentant de regarder le camion. Alors, professeur, continua Nicolas. Expliquez-moi. Que pensez-vous, avec toute votre expertise de la rue, qu'il y a de défectueux dans mon Actros? Stéphane fit quelques pas vers le camion. Ses yeux parcoururent le véhicule lentement, méthodiquement. Ce n'était pas le regard d'un homme impressionné par la machine coûteuse, c'était le regard de quelqu'un qui en comprenait chaque boulon, chaque système, chaque détail technique. Je peux regarder en dessous? Demanda Stéphane de sa voix basse. Nicolas laissa échapper un rire sonore.
En dessous? Mais bien sûr. Regardez où vous voulez. Vous pouvez même prier devant si vous pensez que ça peut aider. Nouveaux rires étouffés. Stéphane se pencha. Ses genoux craquèrent. Il se glissa partiellement sous le camion, le ventre contre le sol froid. Il resta là pendant près de 2 minutes, dans un silence absolu. Nicolas regarda sa montre avec impatience. Alors, docteur? Vous avez trouvé quelque chose où vous faites la sieste? Stéphane sortit de sous le camion. Ses vêtements, déjà souillés, étaient maintenant maculés de graisse et d'huile. Il se releva lentement, s'essuyant les mains sur sa propre chemise. Il faut que j'ouvre le capot, dit-il. Ouvrez le capot pour le génie, ordonna Nicolas avec des gestes exagérés. L'un des mécaniciens déverrouilla le capot. La partie avant de l'actro se souleva, révélant le moteur immense, un labyrinthe de tuyaux, de câbles, de capteurs électroniques et de pièces chromées. Stéphane s'approcha. Ses yeux scannèrent le moteur avec une intensité qui surprit tout le monde. Ce n'était pas un regard perdu ou confus. Il était concentré, technique, expérimenté. Il pointa une région spécifique près du bloc moteur. Vous avez vérifié le capteur de pression de la rampe commune? Le silence fut instantané. Philippe, le mécanicien le plus âgé, cligna des yeux, surpris. Oui, nous l'avons vérifié. Il fonctionne parfaitement. Et le module de contrôle de l'injection? On l'a changé 2 fois, répondit un autre mécanicien, la voix moins assurée. Stéphane secoua la tête négativement. Ce n'est pas le module. C'est le faisceau électrique qui alimente le capteur de rotation du vilebrequin. Il y a un point de soudure froide sur la connexion. Ça crée une interférence intermittente que le scanner ne détecte pas, parce que le problème est mécanique, pas électronique. Le silence était maintenant total. Nicolas avait cessé de sourire. Comment? Commença Philippe, mais il ne termina pas sa phrase. Stéphane continua, désignant différentes parties du moteur. Le système reçoit un signal erroné de la rotation. Le calculateur pense que le moteur n'est pas en position de démarrage, donc il ne libère pas de carburant. Vous avez dû remarquer que la pompe haute pression fonctionne, mais que le moteur ne se lance pas. Les mécaniciens se regardèrent. C'était exactement ce qui se passait. Mais comment un faisceau? Commença le gérant. Soudure froide, répéta Stéphane. Ça arrive quand la pièce est assemblée à la mauvaise température ou avec de l'oxydation sur le contact. La connexion devient instable. Parfois ça marche, parfois non. Le camion a roulé 3 semaines parce que le contact était encore partiel. Quand l'oxydation a complètement rompu le circuit, il s'est arrêté net. Nicolas s'avança, le visage grave. Vous inventez tout ça ou vous savez de quoi vous parlez? Stéphane le regarda droit dans les yeux. Laissez-moi changer le faisceau. Si j'ai tort, vous me mettez dehors à coups de pied. Si j'ai raison. Si vous avez raison, quoi? Nicolas croisa les bras. Point, on parlera du paiement. Nicolas eut un rire sec, mais sans humour cette fois. L'atmosphère avait changé. La moquerie avait laissé place à une tension étrange. Ce sans-abri parlait avec une précision technique, utilisait les bons termes, avait un diagnostic d'une clarté déconcertante. Combien vous voulez? Demanda Nicolas, la voix plus basse. Laissez-moi réparer d'abord, on parlera du prix après. Nicolas resta silencieux quelques secondes, puis se tourna vers Philippe. On a ce faisceau en stock? On a des pièces de rechange pour tout le système électrique, monsieur. Alors allez chercher la pièce et donnez-la lui, dit Nicolas en désignant Stéphane. Je veux voir si ce miracle se produit ou si ce ne sont que des paroles en l'air. Le mécanicien hésita, mais obéit. Quelques minutes plus tard, il revint avec une pièce, un ensemble de câbles avec des connecteurs aux extrémités, emballés dans du papier bulle. Stéphane prit la pièce. Ses doigts, sales et calleux, manipulèrent le composant avec un soin presque révérencieux. J'aurais besoin d'un tournevis cruciforme, d'une clé Torx T20 et d'une rallonge, dit Stéphane d'une voix ferme. Les mécaniciens regardèrent Nicolas, attendant son autorisation. Il hocha la tête avec impatience. Donnez-lui les outils. Stéphane reçut les outils et se mit immédiatement au travail. Ses yeux étaient rivés sur le moteur, calculant chaque geste.
Combien de temps il vous faut? Demanda Nicolas en regardant sa montre. 20 minutes. Peut-être moins. 20 minutes, répéta Nicolas, sceptique, pour faire ce que 5 experts n'ont pas réussi en 4 mois. Stéphane ne répondit pas, se positionnant devant le moteur ouvert. Ses mouvements étaient précautionneux, comme s'il redécouvrait un territoire familier. Ses mains tremblaient légèrement, une mémoire musculaire qui se réveillait après des années de sommeil. Nicolas observait. Les employés formaient un demi-cercle autour du camion. Personne ne parlait. Le seul son était le cliquetis métallique des outils. Stéphane localisa le faisceau électrique à remplacer. Il était fixé par 3 vis de sécurité et 2 connecteurs à verrouillage rapide. Il commença le démontage avec une précision chirurgicale, chaque mouvement calculé, sans la moindre hésitation. Il sait ce qu'il fait, murmura Philippe à son collègue. Impossible, répondit l'autre. C'est de la chance. Il a dû nous entendre parler et il ne fait que répéter. Mais ce n'était pas de la chance, et cela devenait de plus en plus évident. Stéphane retira l'ancien faisceau et le souleva vers la lumière. Ses yeux examinèrent chaque centimètre de la pièce. Puis il pointa un endroit précis sur l'une des soudures du connecteur. Ici, sa voix était basse mais ferme. Oxydation complète. La soudure a fissuré. Il tendit la pièce au mécanicien le plus proche. L'homme la prit, la regarda à contre-jour et son visage changea. Il vit la micro-fissure dans la soudure, presque invisible à l'œil nu, mais bien présente. Monsieur Leclerc, commença le mécanicien, la voix tremblante. Après, le coupa Nicolas, les yeux fixés sur Stéphane. Laissez-le finir. Stéphane prit le nouveau faisceau, vérifia les connecteurs, souffla légèrement dessus pour enlever toute poussière, et commença l'installation. Ses mains, auparavant tremblantes, bougeaient maintenant avec une confiance absolue. C'était comme regarder un pianiste jouer un morceau qu'il connaissait par cœur. Il enclencha les connecteurs, verrouilla les clips de sécurité, remit les 3 vis avec le couple de serrage exact, ni trop fort, ni trop lâche. Puis il passa ses doigts le long des câbles, vérifiant qu'il n'y avait aucun point de tension ou de torsion. 10 minutes s'étaient écoulées. Stéphane s'écarta du moteur, s'essuya les mains sur sa chemise et regarda Nicolas. Vous pouvez essayer. Nicolas ne bougea pas. Il étudiait Stéphane avec une expression qui mêlait méfiance et autre chose. Peut-être un respect involontaire, ou simplement de la curiosité. Philippe, appela Nicolas. Démarrez le camion. Philippe monta dans la cabine. La clé était sur le contact. Elle était là depuis des mois. Il la tourna en première position. Le tableau de bord s'alluma. Des voyants verts et jaunes illuminèrent l'écran. Tout le monde retint son souffle. Philippe tourna la clé à fond. Pendant une seconde, rien. Puis, le moteur du Mercedes-Benz Actros rugit. Pas un démarrage faible ou hésitant, mais un rugissement profond, puissant, parfait. Le son de 430 chevaux se réveillant après un sommeil forcé de 4 mois. Le moteur se stabilisa immédiatement, le ralenti doux et constant s'affichant sur le tableau de bord numérique. Mon Dieu, murmura Philippe à l'intérieur de la cabine, incrédule. Le silence dans le garage fut rompu par un soupir collectif. Les mécaniciens se regardèrent, bouche bée. Le gérant laissa tomber son presse-papier. Le gardien à l'entrée fit 2 pas en avant, essayant de mieux voir. Nicolas Leclerc était pétrifié. Il regarda le camion allumé, son moteur ronronnant doucement. Puis il regarda Stéphane, debout à côté du capot ouvert, sale de graisse, les mains dans les poches, sans aucune expression de victoire, seulement de la lassitude. Coupez le moteur, ordonna Nicolas, la voix rauque. Philippe coupa le contact. Le silence revint, mais il était différent. C'était un silence chargé de sens. Nicolas s'approcha de Stéphane, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. Le contraste entre les 2 hommes était saisissant, le millionnaire au parfum coûteux, le sans-abri à l'odeur d'abandon. « Qui êtes-vous » demanda Nicolas. Stéphane soutint son regard. « Je ne suis personne. » C'est faux. Personne ne fait ce que vous venez de faire. J'ai été quelqu'un. Aujourd'hui, je ne suis personne. Nicolas digéra l'information. Un sans-abri venait de résoudre en 15 minutes ce que des experts n'avaient pas résolu en 4 mois.
Vous avez déjà travaillé sur des camions? Stéphane ne répondit pas. Nicolas sentit la colère revenir. Pas à cause de la solution, mais à cause de l'humiliation. Il s'était moqué de cet homme devant tout le monde, et cet homme venait de prouver qu'il était plus compétent que n'importe qui ici. Combien vous voulez? Demanda Nicolas, la mâchoire crispée. Stéphane leva enfin les yeux. Vous avez dit que vous paieriez. Je paierai. Dites-moi un chiffre. Stéphane prit une profonde inspiration. Tout le garage était silencieux, attendant d'entendre le montant. Combien valait un miracle? Combien coûtait la remise en état d'un camion de 250 000 euros? 5 000, 10 000, 20 000 euros? Je ne veux pas d'argent, dit Stéphane. Nicolas cligna des yeux. Quoi? Je ne veux pas de votre argent. Alors qu'est-ce que vous voulez? Stéphane regarda autour de lui, les mécaniciens en uniforme propre, les équipements coûteux, le garage étincelant. Puis il regarda ses propres mains sales, ses doigts calleux, ses ongles cassés. Je veux une chance. La phrase résonna dans le garage comme un coup de feu. Nicolas resta silencieux pendant de longues secondes. Son expression passa par plusieurs émotions, surprise, confusion, malaise. Il s'était attendu à un chiffre. L'argent, il pouvait le donner. L'argent, c'était facile. L'argent n'exigeait rien d'autre que de signer un chèque. Mais une chance, c'était différent. C'était compliqué. Une chance? Répéta Nicolas, la voix étrange. Oui. Je veux travailler. Je veux recommencer à faire ce que je sais faire. Les mécaniciens se regardèrent. Le gérant se gratta la tête, ne sachant comment réagir. Le gardien resta à la porte, témoin silencieux de l'inattendu. Nicolas sentit quelque chose de lourd se former dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, ni de l'irritation. C'était un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la honte. Il avait traité cet homme de mendiant, il s'était moqué de lui, l'avait traité comme un déchet devant tous ses employés. Il avait fait de son humiliation un spectacle. Et maintenant, ce même homme ne voulait pas d'argent. Il voulait sa dignité. Nicolas ravala sa fierté. Cet orgueil qui avait bâti un empire et détruit des relations lui restait en travers de la gorge. Devant tous ses employés, le gérant, les mécaniciens, le gardien, devant tous ceux qui avaient ri avec lui, Nicolas Leclerc dut faire face à une vérité inconfortable. Il avait jugé cet homme sur son apparence et il s'était complètement trompé. Vous? Commença Nicolas, mais sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge. Vous avez des papiers? Oui. Vieux, mais j'en ai. Vous avez un endroit où vivre? Stéphane secoua la tête négativement. Nicolas ferma les yeux, inspira profondément. Quand il les rouvrit, son expression avait changé. Ce n'était plus de l'arrogance. C'était quelque chose de plus humain, de plus vrai. Votre nom complet? Stéphane Dubois. Nicolas fit un signe de tête au gérant. Notez ça. Stéphane Dubois. Puis il tourna son regard vers Stéphane. Lundi, 8 heures du matin. Vous vous présentez ici. Je m'occuperai des papiers, de l'uniformé. Il hésita, point et d'un endroit où rester, le temps que vous vous stabilisiez. Le silence dans le garage était absolu. Personne ne bougeait. Stéphane regarda Nicolas, les yeux humides, mais sans laisser couler de larmes. Merci. Nicolas hocha la tête, incapable de parler. Il tourna rapidement les talons et se dirigea vers son bureau. Il ne voulait pas que quiconque voie son expression à ce moment-là. Mais avant d'entrer, il s'arrêta sur le seuil et se retourna. Stéphane? Oui. Vous avez sauvé mon entreprise aujourd'hui. Ce camion à l'arrêt me coûtait une fortune. Je vous dois plus qu'un emploi. Stéphane secoua la tête. Vous ne me devez rien. Vous m'avez juste donné ce que j'ai demandé. Nicolas resta planté là quelques secondes de plus, puis entra dans son bureau et ferma la porte. Dehors, les employés commencèrent à se disperser lentement, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Stéphane resta immobile à côté du camion, regardant ses mains sales de graisse. Pour la première fois depuis des années, elles avaient recommencé à faire ce pourquoi elles étaient faites.
Pour la première fois depuis des années, il était redevenu lui-même. Le week-end passa lentement pour Stéphane. Il dormit sous la marquise d'un vieux bâtiment, comme d'habitude, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, il avait de l'espoir. Dimanche soir, il se lava dans les toilettes publiques d'une station-service, se peigna avec les doigts. Il n'y avait pas de miroir, mais il fit de son mieux. Lundi, 6h30 du matin, Stéphane était déjà devant le garage Leclerc Premium. Le portail était encore fermé. Il attendit sur le trottoir, serrant son sac en plastique contenant ses documents. À 7h40, Pierre, le gardien, arriva. Le même qui avait tenté de le chasser. Il regarda Stéphane, surpris. « Vous êtes vraiment venu. J'avais dit que je viendrais. » Stéphane entra lorsque le portail s'ouvrit. Le garage était vide et silencieux. Il s'arrêta à côté de l'Actro rouge, le camion qui avait tout changé. À 8h pile, Nicolas Leclerc arriva. Il sortit d'une Mercedes noire, impeccable comme toujours. Il vit Stéphane et s'arrêta. « Vous êtes venu ?» constata Nicolas. « Je suis là. » Nicolas hocha la tête et se dirigea vers son bureau. « Suivez-moi. » Stéphane obéit. Il entra pour la première fois dans la partie administrative. Une grande salle avec des meubles en bois sombre, des ordinateurs modernes, des certifications au mur. Nicolas s'assit derrière son bureau. « Asseyez-vous. Vos papiers. » Stéphane sortit de son sac sa carte d'identité et son livret de travail. Les deux étaient vieux, tachés, presque illisibles. Il les tendit à Nicolas avec des mains tremblantes. L'homme d'affaires les examina. Ses yeux parcoururent les informations. Stéphane Dubois, né en 1970. Il tourna les pages jaunies. Aide-mécanicien, superviseur technique, chef d'atelier. Il leva les yeux. Vous avez travaillé chez Transport Martin. Stéphane acquiesça. Combien de temps ? 12 ans. Nicolas regarda les documents. La dernière inscription date de 2006. Il y a presque 20 ans. Il regarda Stéphane droit dans les yeux. Que s'est-il passé ? Stéphane détourna le regard. La vie s'est passée. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Nicolas resta silencieux. Il pouvait insister, exiger des explications, mais quelque chose dans le regard de Stéphane lui disait que ce territoire était trop douloureux. D'accord. Je vais faire des copies à jour. Visite médicale, uniforme. Nicolas se leva. Avant toute chose, vous avez besoin d'une douche et de vêtements propres. Il guida Stéphane jusqu'au vestiaire, ouvrit un casier et en sortit des vêtements propres, un jean, un t-shirt bleu, des baskets. Prenez une douche. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Retrouvez-moi dans le garage après. Stéphane prit les vêtements. Ses mains tremblaient. Pourquoi faites-vous ça ? Nicolas s'arrêta sur le seuil, le dos tourné. Parce que vous m'avez montré que j'avais tort. Et parce que je dois être une meilleure personne. Il partit sans attendre de réponse. Stéphane resta seul, regardant les vêtements propres, les douches, le miroir où il vit pour la première fois depuis des mois son propre reflet. Un homme vieilli, barbu, sale, le fantôme de ce qu'il avait été. Mais il y avait encore quelque chose. L'espoir. Stéphane prit la plus longue douche de sa vie. L'eau chaude était presque brûlante, mais c'était bon. Il se lava les cheveux, se frotta le corps, regardant la crasse de plusieurs mois disparaître dans le siphon. Quand il sortit, c'était un autre homme. Les vêtements propres sentaient l'adoucissant. Il se regarda de nouveau dans le miroir. Il avait toujours la barbe et les rides, mais il semblait humain, visible. Il retourna dans le garage. Les mécaniciens étaient arrivés. Quand ils virent Stéphane, les conversations cessèrent. Philippe Mercier, le plus âgé, s'avança. « Bonjour. »« Bonjour. Le patron a dit que vous alliez travailler avec nous. » Stéphane hocha la tête. Philippe lui tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe. » Stéphane la serra. La poignée de main était ferme, respectueuse. Les autres mécaniciens se présentèrent. Il n'y avait plus de moquerie.
Il y avait de la curiosité, du respect, et peut-être un peu de honte. Nicolas apparut, tenant une combinaison neuve. Stéphane, voici votre uniforme officiel. Vous êtes mécanicien senior au garage Leclerc Premium. Il marqua une pause. Salaire de 2000 €, plus ticket restaurant et mutuelle. Vous acceptez? Stéphane sentit ses jambes flageoler. 2000 €. Il n'avait pas vu une telle somme depuis près de 20 ans. J'accepte. Parfait. Philippe va vous montrer le fonctionnement. Si vous avez le moindre problème, vous venez me voir. Nicolas regarda tout le monde. Stéphane fait partie de l'équipe. Il sera traité avec respect. Compris? Les mécaniciens hochèrent la tête. Vous avez une question? Demanda Nicolas à Stéphane. Stéphane respira profondément. Où vais-je habiter? Nicolas sortit une clé de sa poche. J'ai un petit studio en ville que j'utilise pour les techniciens qui viennent de l'extérieur. Vous pouvez y rester le temps de vous organiser. Pas de loyer pour les 3 premiers mois. Stéphane prit la clé. Le métal était froid. Ce petit objet représentait quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis des années, un foyer. Je ne sais pas comment vous remercier. Nicolas secoua la tête. Pas besoin. Vous l'avez mérité. Vous avez fait preuve de compétence, d'humilité et de dignité. Il marqua une pause. Et j'ai appris une leçon grâce à vous. Quelle leçon? Nicolas regarda autour de lui, le garage, les équipements, les employés. Puis il regarda Stéphane, un homme qui avait tout perdu mais jamais son savoir et sa dignité. Que la vraie valeur n'a rien à voir avec l'apparence. Et que je jugeais mal les gens. Les premières semaines de Stéphane au garage Leclerc Premium furent une période d'adaptation silencieuse. Il arrivait toujours un quart d'heure en avance, enfilait sa combinaison bleue avec un soin quasi religieux et travaillait avec un dévouement qui impressionnait même les plus expérimentés. Philippe Mercier, le chef d'atelier, endossa le rôle de mentor informel. Il montra à Stéphane les procédures internes, les fiches d'intervention, le système de gestion des pièces. Mais il réalisa rapidement que Stéphane avait besoin de très peu d'aide. Vous apprenez vite, commenta Philippe à la fin de la première semaine. Je n'apprends pas, répondit Stéphane en ajustant une clé dynamométrique. Je me souviens. Et c'était la vérité. Chaque outil que Stéphane prenait, chaque système qu'il analysait, chaque diagnostic qu'il posait, tout ravivait des fragments d'une vie antérieure. Une vie où il était respecté, compétent, estimé. Les autres mécaniciens commencèrent à le remarquer. Stéphane n'exécutait pas seulement les tâches, il comprenait les véhicules à un niveau plus profond. Il entendait des bruits que les autres ignoraient. Il identifiait des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Il possédait une intuition technique qui ne s'enseignait dans aucune école. Le 10e jour, un client arriva avec un camion Volvo FH présentant un problème intermittent sur le système de freinage. 2 mécaniciens avaient déjà tenté de le résoudre, sans succès. Le camion revenait systématiquement avec la même plainte. Nicolas était dans le garage lorsque le client, Monsieur Christophe Martin, visiblement excédé, arriva pour la 3e fois. Vous n'êtes pas capable de réparer un frein? Vociférait-il. Je paie une fortune dans ce garage premium et vous ne réglez pas le problème. Nicolas garda son calme professionnel, mais Stéphane vit la tension dans sa mâchoire. L'homme d'affaires haïssait les réclamations, haïssait l'échec. Monsieur Martin, nous allons régler ça immédiatement, assura Nicolas. Mais lorsque les mécaniciens ouvrirent la fiche d'intervention, le découragement était visible. Ils avaient déjà changé les plaquettes, les disques, le liquide, vérifié l'ABS, testé le système hydraulique. Tout fonctionnait parfaitement à l'atelier. Mais sur la route, le problème revenait. Stéphane observait de loin. Il avait entendu la conversation, il connaissait le symptôme. Il s'approcha de Philippe. Je peux jeter un œil? Philippe regarda Nicolas, qui fit un signe affirmatif. Stéphane se dirigea vers le Volvo. Il ne se précipita pas sur le système de freinage. Au lieu de cela, il monta dans la cabine, s'assit au volant et ajusta le rétroviseur. Puis, sans démarrer le moteur, il appuya plusieurs fois sur la pédale de frein, observant, sentant la résistance. Ensuite, il descendit et alla à l'arrière du camion.
Il se coucha au sol et regarda sous le châssis. Il y resta moins de 2 minutes. Quand il se releva, il avait une expression de certitude. « J'ai trouvé le problème, dit-il. » Tout le monde le regarda. Le client, sceptique. Les mécaniciens, surpris. Nicolas, attentif. « C'est le répartiteur de freinage de l'essieu arrière, » expliqua Stéphane. « Il est déréglé. Quand le camion est à vide, il fonctionne normalement. Mais quand il est en charge, la pression est mal répartie et le freinage perd de son efficacité dans les virages. » Le mécanicien qui avait travaillé sur le camion fronça les sourcils. « Mais on a testé le répartiteur. »« Vous l'avez testé à vide ?» coupa Stéphane, respectueusement mais fermement. « Le problème n'apparaît que sous charge. Il faut recalibrer la valve en tenant compte du poids maximum que ce modèle transporte. » Silence. Le client regarda Nicolas. « Il a raison ?» Nicolas regarda Stéphane. Il y avait de la confiance dans ses yeux, peut-être même de la fierté. « Si Stéphane dit que c'est ça, c'est ça. Laissez-nous faire. » Stéphane passa l'heure suivante à travailler sur le répartiteur. Il recalibra la pression, testa avec des poids simulés, ajusta chaque paramètre. Quand il eut terminé, il invita le client à faire un essai sur route avec le camion chargé. 20 minutes plus tard, ils revinrent. Le client descendit de la cabine avec une expression transformée. « Parfait, » dit-il en tendant la main à Stéphane. « 3 garages n'ont pas réussi. Vous avez résolu ça en 1 heure. » Stéphane serra la main, mal à l'aise avec les compliments. Après le départ du client, Nicolas appela Stéphane dans son bureau. « Asseyez-vous. » Stéphane s'assit, tendu. Il ne savait pas s'il avait mal fait d'intervenir. Nicolas resta silencieux un instant, l'observant. Puis, il eut un sourire sincère, sans ironie. « Vous venez de sauver un client que j'allais perdre. Vous savez combien il dépense ici par an ?» Stéphane secoua la tête. 30 000 €. Il a une flotte de 15 camions. Il fait tout entretenir ici. Nicolas se pencha en avant. Vous avez sauvé 30 000 € avec un répartiteur de freinage. J'ai juste fait mon travail. Non, vous avez fait plus que ça. Vous avez montré une compétence que des mécaniciens diplômés n'ont pas. Nicolas marqua une pause. D'où vient ce savoir, Stéphane ? Vous ne m'avez jamais vraiment raconté. Stéphane regarda par la fenêtre. Dehors, l'Actro rouge était garé. J'ai travaillé 12 ans chez Transport Martin. J'ai commencé comme aide-mécanicien. J'ai fini chef d'atelier d'une flotte de 80 camions. Sa voix était basse, chargée de souvenirs. J'étais bon. Très bon. Que s'est-il passé ? Stéphane resta silencieux. Nicolas n'insista pas. Ma femme est tombée malade, dit finalement Stéphane, la voix tremblante. Un cancer. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour les traitements. J'ai vendu la maison, la voiture, j'ai fait des crédits. Rien n'a suffi. Il s'essuya les yeux du revers de la main. Elle est morte et... Je n'ai pas supporté. J'ai sombré dans la dépression, j'ai commencé à boire. J'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Nicolas sentit sa gorge se serrer. Il avait jugé cet homme, s'était moqué de lui, l'avait traité comme un déchet. Et cet homme avait tout perdu par amour. Stéphane, je... Ne dites rien, le coupa Stéphane. Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. C'est plus que ce que je méritais. Vous méritez plus que vous ne le pensez, dit Nicolas d'une voix ferme. À partir d'aujourd'hui, vous êtes superviseur technique. Vous coordonnerez les diagnostics les plus complexes. Salaire de 3 000 €. Stéphane écarquilla les yeux. Monsieur Leclerc, je ne... Pas de discussion. Vous avez prouvé votre valeur 3 fois, avec l'Actro, avec le Volvo, et chaque jour où vous arrivez ici un quart d'heure avant tout le monde. Nicolas se leva et lui tendit la main. Vous n'êtes pas juste un mécanicien, Stéphane. Vous êtes un maître dans votre domaine. Stéphane lui serra la main, trop ému pour parler. Quand il sortit du bureau, les autres mécaniciens attendaient. Philippe fut le premier à le féliciter. Superviseur, hein ? Dit-il avec un sourire.
Bien mérité. Il n'y avait pas de jalousie, seulement un respect sincère. Ce soir-là, Stéphane rentra dans le studio que Nicolas lui avait prêté. C'était petit, simple, mais c'était chez lui. Il prit une douche, se prépara un repas modeste et s'assit sur le canapé. Pour la première fois depuis des années, il pleura. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de renaissance. Il avait touché le fond, perdu sa famille, sa maison, sa dignité, son identité. Mais maintenant, il remontait lentement la pente. Et cela, parce qu'un homme arrogant avait appris une leçon, et parce que Stéphane n'avait jamais vraiment cessé d'être qui il était. 3 mois s'étaient écoulés et le garage Leclerc Premium avait changé. Pas seulement pour Stéphane, mais pour tout le monde. José était désormais respecté par tous, sa compétence reconnue comme un atout inestimable. Il résolvait les problèmes insolubles, formait les plus jeunes et était devenu la référence pour les cas complexes. Mais le changement le plus profond était visible chez Nicolas Leclerc. L'homme d'affaires avait commencé à réfléchir à sa manière de traiter les gens. Il remarquait désormais la peur dans les regards quand il haussait le ton, voyait comment ses employés baissaient la tête à son passage, et cela le dérangeait. Un matin, il convoqua tout le personnel. 15 employés se rassemblèrent, nerveux. Les réunions surprises n'étaient jamais bon signe. Nicolas se tint devant eux. « Je vous ai réunis parce que je dois vous dire quelque chose d'important. J'ai passé des années à construire cette entreprise, et dans le processus, je suis devenu quelqu'un que je n'aime pas. » Les employés se regardèrent, confus. J'ai traité les gens avec arrogance. J'ai exigé la perfection sans offrir de soutien. J'ai crié là où j'aurais dû enseigner. Et pire, il regarda Stéphane, j'ai jugé les gens sur leur apparence, pas sur leurs compétences. Stéphane m'a appris quelque chose que j'avais oublié, la dignité n'a pas de prix, la compétence ne porte pas de costume, et le respect se gagne par le caractère, pas par l'argent. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Il lut une feuille. Premièrement, fini les cris. Je ne lèverai plus la voix. Les erreurs arrivent, nous les résoudrons par la discussion. Deuxièmement, chaque employé aura droit à une formation technique payée par l'entreprise. Troisièmement, nous allons instaurer une prime de performance trimestrielle. Quand l'équipe excelle, tout le monde y gagne. Philippe leva timidement la main. Monsieur Leclerc, qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Nicolas sourit. Un sans-abri qui a réparé un camion, et qui m'a réparé moi aussi. Stéphane, venez ici. Stéphane s'avança, mal à l'aise. Quand vous êtes entré ici, je me suis moqué de vous. Je vous ai humilié. Et pourtant, vous avez fait preuve de dignité et de compétence. Nicolas lui tendit la main. Je veux vous remercier, pas seulement pour l'actro, mais pour m'avoir montré quel genre d'homme je dois être. Stéphane lui serra la main. L'équipe applaudit, un applaudissement sincère et ému. Après la réunion, Nicolas rappela Stéphane dans son bureau. J'ai une proposition. Je veux que vous soyez le directeur technique du garage. Salaire de 4 000 €, voiture de fonction et participation aux bénéfices. Stéphane était abasourdi. Directeur. Vous faites déjà le travail. Je ne fais qu'officialiser les choses. De plus, je veux ouvrir une deuxième succursale, et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour diriger la partie technique. Vous avez toujours su le faire. Il vous manquait juste une chance. Nicolas sourit. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle ce qui compte vraiment. Vous acceptez? Stéphane regarda ses mains, celles-là même qui, 3 mois plus tôt, tremblaient de faim. J'accepte. Nicolas frappa sur la table, satisfait. Quand Stéphane sortit, il s'arrêta près de l'actro rouge. Philippe s'approcha. Alors, chef? C'est vrai que vous allez être directeur? On dirait bien, répondit Stéphane. Bien mérité. Vous avez sauvé ce garage, et je crois que vous avez aussi sauvé le patron. Il est différent, plus humain. Stéphane regarda par la fenêtre du bureau. Nicolas était au téléphone, mais sa posture semblait plus détendue. Les gens peuvent changer, dit Stéphane. Quand ils trouvent la bonne raison. Ce soir-là, Stéphane appela un refuge qu'il connaissait bien. Je veux aider, dit-il à la coordinatrice.
Je veux donner une partie de mon salaire et offrir des opportunités. Si vous avez quelqu'un avec de l'expérience en mécanique, je lui donnerai sa chance. La femme à l'autre bout du fil resta silencieuse, émue. Stéphane, vous n'avez aucune idée de ce que cela représente. Si, j'en ai une. J'y suis passé. En raccrochant, Stéphane sourit. La boucle était bouclée. 6 mois après ce jour fatidique, le garage Leclerc Premium était méconnaissable. L'ambiance avait changé. Les employés souriaient, travaillaient avec plaisir. Nicolas saluait chacun par son nom, s'enquérait de leur famille. La satisfaction client avait grimpé de 40%. Ce matin de septembre, Nicolas convoqua Stéphane dans son bureau. Un homme en costume était là, maître Jean-Pierre Dubois, son avocat. Stéphane, maître Dubois a préparé des documents pour vous. Nicolas lui tendit un dossier. Ouvrez. Stéphane lut la première page, puis la deuxième. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est un contrat de société. 15% du garage Leclerc Premium sont à vous, compléta Nicolas. Ce n'est pas un cadeau, c'est mérité. Vous avez transformé cette entreprise. Stéphane était sans voix. Je ne peux pas accepter. Vous le pouvez, et vous le ferez. Et la nouvelle succursale, vous la dirigerez et vous en aurez aussi 15%. Des larmes montèrent aux yeux de Stéphane. 6 mois plus tôt, il dormait dans la rue. Pourquoi faites-vous ça? Demanda-t-il, la voix étranglée. Nicolas se leva. Parce que vous m'avez sauvé, Stéphane. Pas mon camion. Moi. J'étais en train de devenir un monstre, riche mais misérable. Vous m'avez montré que j'avais perdu l'essentiel, l'humilité, l'empathie, l'humanité. Aujourd'hui, ma fille me rend de nouveau visite parce qu'elle dit que je suis plus léger. Il se rassit sur le bord du bureau. Vous avez réparé bien plus qu'un camion. Alors, associé, vous acceptez? Stéphane lui serra la main avec force. J'accepte. Plus tard, devant tout le personnel, Nicolas fit l'annonce. Stéphane est désormais officiellement associé de l'entreprise. Les applaudissements fusèrent. Mais ce n'est pas tout. À partir d'aujourd'hui, chaque employé avec plus de 2 ans d'ancienneté recevra une participation aux bénéfices. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance. La joie explosa. Leonardo demanda à José de parler. Je ne sais pas faire de discours, commença-t-il. Mais je sais remercier. Il y a 6 mois, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai un travail, une maison, une dignité et une famille. Il regarda ses collègues. Vous êtes ma famille. Si vous traversez une période difficile, n'abandonnez pas. Une seule opportunité a changé ma vie. Quand tout le monde retourna au travail, Stéphane resta près de l'Actro Rouge. Nicolas le rejoignit. À quoi tu penses? Qu'un camion en panne a sauvé 2 vies, répondit Stéphane. Nicolas regarda le véhicule. C'est drôle, n'est-ce pas? Je pensais que le problème était mécanique, mais le problème, c'était moi. Et vous l'avez réparé. On l'a réparé, corrigea Nicolas. Ensemble. Ils restèrent là en silence. Un homme qui avait perdu son humanité en cherchant le succès, et un autre qui avait tout perdu sauf sa dignité. Et à la fin, ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Parce que parfois, la vie nous met à terre pour nous rappeler qu'il y a toujours un chemin pour se relever. Stéphane avait juste eu besoin d'une chance. Et peut-être que quelqu'un, quelque part, en a aussi besoin. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et commentez ce qui vous a le plus marqué. Cela aide énormément la chaîne et montre que vous croyez aux secondes chances. Ensemble, faisons voyager ce message plus loin.